Monsieur Usna pour les réponses. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillères et conseillers régionaux, merci pour vos interventions et votre intérêt très net pour ce sujet. Je l'avais déjà pressenti lors des réunions des différentes commissions. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je vais prendre dans l'ordre les différentes prises de parole. Tout d'abord celle de Madame Gouez, en sachant qu'il y a évidemment des points qui me permettront de répondre à des interventions qui ont suivi. Tout d'abord sur l'élargissement, parce que c'est une interrogation ou une inquiétude exprimée par plusieurs des orateurs. L'élargissement de cette centrale d'achat, que ce soit sur la partie famille d'achat ou adhérents potentiels. Nous sommes très clairs dans le rapport qui accompagne la délibération, très clairs dans la convention constitutive, et nous avons eu l'occasion de le rappeler lors des commissions préparatoires à cette session. Ça peut faire partie, et ça fera certainement partie des réflexions que nous aurons avec les autres membres fondateurs, je le rappelle ici, dans les prochaines années. Mais la priorité de la région, comme la priorité des départements ici, c'est de réussir le lancement de cette centrale d'achat dont la première mission est l'achat de denrées alimentaires pour les lycées et pour les collèges. La première mission, c'est celle-là. Il ne sert à rien de fantasmer sur un avenir potentiel si on ne réussit déjà pas, et le plus efficacement possible, cette première étape. Donc je le redis ici, la centrale d'achat, si vous en décidez tout à l'heure, sera votée donc aujourd'hui. Elle entrera véritablement en service avec les premiers marchés renouvelés au début de l'année 2025, à savoir les marchés viande pour les Côtes-d'Armor et le Finistère. Et ensuite, il y aura des renouvellements de marchés successifs pendant 3 ans. C'est-à-dire que la montée en puissance complète n'interviendra qu'à la fin de l'année 2027. Donc, par rapport à votre question, là aussi, Monsieur Marbeuf, évidemment, vous fixez l'horizon de 5 ans. Ça me semble être un horizon, en tout cas, raisonnable, parce qu'il serait vain de tirer des conclusions hâtives et d'envisager des extensions avant d'avoir pu mesurer précisément, c'était le sens aussi de l'intervention de Monsieur Le Garnevet. Donc que ce soit sur les familles d'achat, pour l'instant on reste sur le périmètre des groupements de commandes et ce sera le cas dans les années qui viennent. Toute extension éventuelle, il faut aussi que ce soit très clair, fera l'objet de décisions du conseil d'administration. C'est pas la région toute seule qui pourra décider, donc de toute façon là aussi il y a des protections sur ce sujet-là. Et sur les adhérents, c'est la même chose. C'est la même chose, ne pourra pas adhérer qui veut. Il y aura des discussions au sein du conseil d'administration. Donc là encore, les choses sont suffisamment bien cadrées. Par rapport à votre deuxième question, Madame Gouez, sur la massification pour les familles sans enjeu, alors dans le rapport, il est mis sans enjeu local. Moi, j'ajoutais souvent sans enjeu ultra local en réalité, parce que on est bien d'accord pour dire que l'alimentation, d'une façon générale, il y a un enjeu local au niveau de la région Bretagne. Mais il est clair, si je prends l'exemple des surgelés, je pense que là, on sera d'accord pour dire que si le surgelé n'a pas été produit à 5 ou 10 km du lycée en question, c'est pas forcément absolument décisif. On est bien d'accord que les familles à enjeu, et l'une des premières, ce sera notamment la viande, parce que là, nous avons des producteurs de proximité en nombre suffisant, avec la nécessité de pouvoir fournir sur des délais courts. Donc, les enjeux ultra-locaux sont plutôt de cette nature-là. Donc, on parle des surgelés, on peut parler aussi de l'épicerie. C'est plutôt marginal, mais évidemment, sur ces familles-là, on peut avoir un effet prix pour aller dans le sens du propos de Monsieur Marbeuf. Et également, vous avez cité Madame Gouez, le commerce équitable. Nous vous rejoignons tout à fait là-dessus. Nous avons d'ailleurs dans le SPASER mis en place un indicateur dédié sur le sujet. Sur les autres domaines, j'ai déjà largement répondu, mais pour vous dire qu'on a réuni les membres du comité de suivi du SPASER, ils avaient à peine appris la création possible de cette centrale d'achat que les acteurs du bâtiment nous ont fait part de leur intérêt. Donc on leur a dit tout de suite, attendez, on va travailler sur l'alimentation, mais on voit bien que les acteurs économiques, d'une certaine façon, voient l'intérêt de cette démarche. Sur le statut de la centrale, vous avez rappelé, Madame Gouez, le statut d'intermédiaire, c'est très clair. Là aussi, avec les différents outils et garanties que nous apportons à travers les clauses de non-exclusivité, le gré à gré, la liberté d'adhésion au lot pour les établissements publics locaux d'enseignement. Donc évidemment, il y aura une incitation des collectivités, régions comme départements, pour dire aux établissements que le recours à la centrale d'achat est plutôt dans leur intérêt.
mais ils auront cette liberté d'adhésion au lot, plus le gré à gré, plus les clauses de non-exclusivité. Donc là, il y aura un ensemble de dispositifs qui permettront d'avoir ce rapport de proximité à l'échelle aussi des PAT, étant entendu qu'en parallèle, nous avons ces discussions, notamment dans le cadre du CRALIM, avec l'État, avec les territoires PAT, pour faire en sorte que tout ça s'articule au mieux. Mais on est bien dans cette volonté de laisser le maximum de marge de manœuvre aux acteurs locaux. Étant entendu, ça fait partie de l'un des amendements déposés, qui a bien un enjeu de structuration de filière, et que là, on a besoin d'un effet levier au niveau régional. Sur la juste rémunération des agriculteurs, je pense que les uns et les autres ont insisté sur ce point-là. C'est une préoccupation très nette, et donc on est sur cette ligne de crête entre la maîtrise de la dépense publique et le fait de garantir la rémunération des producteurs, et redire ici qu'on peut développer le recours au bio sans avoir une explosion de la facture. Le cas du lycée Marie-Lefranc est emblématique. 60% de produits sous signe de qualité, 50% de produits issus de l'agriculture biologique. La facture pour les familles n'est pas plus élevée qu'ailleurs. Il y a un travail très important sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le fait maison est encore plus développé, et donc tout ça permet de maîtriser aussi les prix. Donc ça fait partie des bonnes pratiques, évidemment, qu'avec Isabelle Pellerin, nous développerons dans le cadre des formations. Et globalement, redire ici, c'est déjà le cas des groupements de commandes, mais ce sera encore plus vrai avec la centrale d'achat. Nous veillerons à ce que le critère prix occupe une juste place, justement dans l'attribution des marchés. Ça, c'est absolument essentiel. C'est déjà le cas depuis quelques années. Cette attention, elle est de plus en plus prise en compte, mais ce sera l'une des premières préoccupations de la centrale d'achat. Et de la même façon, dans le cadre des cahiers des charges, et nous allons commencer à y travailler dans la foulée du vote, si je l'espère, ce vote est positif, la prise en compte des clauses sociales et environnementales sera évidemment, en cohérence avec le SPASER que nous avons voté, une priorité très nette. Par rapport aux interventions de Monsieur Le Guernevet, que je suis ravi évidemment de retrouver dans ce cadre-là, il sans doute, sur les questions de ressources humaines, parce que là aussi c'est une question qui est revenue chez plusieurs orateurs. Donc l'évaluation qui a été faite par le rectorat aujourd'hui à l'échelle des 5 groupements de commandes, c'est 4,5 ETP. On ne vous cache pas qu'on a, pas dire des doutes, mais en tout cas, ça nous semble être peut-être au regard de la réalité opérationnelle des moyens effectivement affectés à cette mission de l'achat de denrées alimentaires, peut-être un peu surévalué. En revanche, on est bien, nous, dimensionnés sur cette enveloppe RH-là, pour l'instant, à l'échelle de 4,5 ETP, au regard aussi de ce qui a pu être mis en place ailleurs en France. C'est rappelé dans le rapport, on est sur une évaluation d'un coût annuel en année pleine de 400 000 €, donc avec une montée en charge progressive. Mais là encore, et je tiens à rassurer Monsieur Le Guernevet et les autres orateurs sur cette question, il n'y aura pas de recrutement sur la seule décision de la région en matière de centrale d'achat. Ça fera l'objet de discussions dans le cadre du conseil d'administration sur les fiches de poste, sur les missions qui seront attribuées. Donc tout ça sera systématiquement discuté avec les autres membres fondateurs et avec les établissements publics locaux d'enseignement qui auront voix consultative. Et donc dans ce cadre-là, forcément, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire que ce seront des agents région, mais les décisions de recrutement, les moyens supplémentaires qui seraient donc affectés, parce que qui dit dépenses supplémentaires dira ressources supplémentaires, prises en charge par les collectivités et par les adhérents. Tout ça fera l'objet de décisions démocratiques au sein du conseil d'administration. Je précise ici que la commission d'appel d'offres présidée par Gaël Lestrady, qui pourra être amenée à se réunir sur des marchés en lien avec la centrale d'achat, associera dans cette configuration-là des représentants des départements des 4 autres membres fondateurs. Donc là encore, transparence complète, esprit collectif, et sur l'évaluation, ce sera la même chose. Et nous encourageons évidemment les adhérents, alors c'est déjà le cas pour les lycées, mais à déployer des outils communs pour pouvoir agréger les données et les partager en toute transparence à destination des acteurs économiques et des familles. Madame Le Goff, je pense que sur la partie RH, prix rémunérateur, peut-être sur le point sur les quantités, vraiment, c'est vrai que centrale d'achat peut faire peur. On le redit ici, l'enjeu, c'est pas d'avoir des maxillos régionaux, c'est tout l'inverse. C'est d'avoir une structure régionale avec des professionnels de l'achat de denrées alimentaires qui permettront de faire du cousu humain. Aujourd'hui, on a 75% des denrées alimentaires qui sont achetées par l'intermédiaire des groupements de commandes.
c'est compliqué demain d'évaluer la part précise qui relèvera de la centrale d'achat parce qu'il y a la liberté d'adhésion par lot. Mais encore une fois, entre les différents dispositifs que nous mettons en place, les clauses de non-exclusivité, le gré à gré et la liberté d'adhésion, le soutien aux acteurs locaux, aux producteurs de proximité sera garanti, d'autant plus que nous allons aussi travailler sur le sujet de la logistique. J'en échangeais au salon Restotel avec Terre de Source. C'est très important parce que pour beaucoup de producteurs, j'échangeais avec eux, dire bah oui, mais comment dire, distribuer quelques dizaines de produits pour un client, c'est pas rentable pour moi. Donc il faut qu'on ait cette solution logistique pour permettre aussi aux petits producteurs de pouvoir se déployer facilement. Donc cette mutualisation, elle se fera aussi dans ce cadre-là. Par rapport à Goulouet-Noualic, je pense que j'ai là aussi apporté des éléments sur le sujet du prix, de la mutualisation, l'élargissement de l'offre. Sur les conditions d'adhésion, on a bien rappelé, c'est dans la délibération, la partie forfaitaire et puis ensuite au rapport forfaitaire en fonction de la taille des établissements pour les lycées et ensuite en fonction du volume d'achat. Donc au global, l'adhésion pour les établissements reviendra moins cher, tout frais compris, notamment les frais RH. Et puis enfin, Monsieur Marbeuf, vous avez pointé le sujet de l'autorité sur les adjoints gestionnaires. C'est vrai que la loi 3DS a permis une petite avancée, mais c'est évidemment pas suffisant, d'où la création de cette centrale d'achat. Et demain, je reste assez convaincu au regard des propos qui nous ont été rapportés par les adjoints gestionnaires qui attendent vraiment la mise en place de cette centrale d'achat, qui joueront le jeu. Et comme les produits que nous référencerons seront des produits qui répondront à la loi Egalim, évidemment, qui favoriseront le recours aux producteurs locaux et qui seront dans une approche financière maîtrisée, parce qu'on a bien en tête les équilibres aussi pour les établissements, je pense que là, on aura moyen d'avancer ensemble, ce qui n'empêchera pas de progresser sur le sujet que vous avez cité. Et puis, sur les évolutions potentielles, sur les ETP, j'en ai dit un mot, sur le fonctionnement clair, donc aucune inquiétude à avoir, tous les garde-fous ont été prévus dans le cadre de cette délibération. Merci Monsieur Usenat, ces réponses très complètes.